La dernière fois que tu as créé un compte sur un site, tu as sûrement dû voir apparaître cette option. Enregistrer le mot de passe. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé où est-ce qu'ils sont enregistrés? Bah c'est évident, Google les stocke dans ce serveur. Faux. En réalité, tout est stocké dans ton ordinateur. En fouillant un petit peu dans tes fichiers, tu voudrais tomber sur ça. Bon, là je te l'accorde, ça ressemble pas vraiment au mot de passe. Mais je peux t'assurer que c'en est bien. La raison pour laquelle il ressemble à ça, c'est parce qu'en fait il a été chiffré à l'aide d'un algorithme cryptographique. Alors là, il y a plusieurs questions qui viennent à l'esprit. Déjà, ça veut dire quoi chiffrer? Et ensuite, c'est quoi la cryptographie? Le but du chiffrement est de transformer un message intelligible en une sorte de charabia pour la personne à qui ce dernier n'est pas destiné. Je vais prendre comme exemple le chiffre de César. Le principe est simple. On décale de n lettres chaque caractère du mot qu'on aura choisi. Ce décalage, c'est notre clé chiffrement. Avec celle-ci, on pourra logiquement déchiffrer le message. On prendra comme exemple Steve avec pour clé chiffrement 5. Chaque lettre du mot sera alors décalée de 5. S devient X, E devient Y, et ainsi de suite. Aussi, quand on arrive à la fin de l'alphabet, on recommence à A. Ce qui fait que si j'avais un Z, toujours avec une clé égale à 5, ça deviendrait E. Voilà, tu viens d'apprendre et appliquer le chiffre de César. À savoir que celle-ci n'est qu'une méthode parmi tant d'autres et sûrement pas la plus safe. Je sais, c'est normal, tu vas me demander pourquoi. C'est vrai que même en connaissant cette méthode, tu peux pas savoir que là j'ai écrit abonne-toi. D'ailleurs, abonne-toi. Pour décrypter notre message, il faudrait qu'on soit en mesure d'essayer toutes les combinaisons possibles et en vrai, c'est pas si compliqué que ça. Je m'explique. Le chiffre de César fonctionne par décalage monoalphabétique. Ça veut dire que chaque lettre du mot aura un décalage identique. À partir de là, on se rend compte qu'on a 26 combinaisons possibles. Alors même si ça sera long, on retrouvera forcément quelque chose qui fait sens. Si on reprend Xijage, on décale de -1, -2, -3, -4, -5, et au bout du compte, on retrouve notre secret, Steve. Heureusement, comme nous, le chiffrement a bien évolué. Si avant on parlait de petites techniques de chiffrement, aujourd'hui on parle d'algorithmes cryptographiques. Si je devais définir ça en quelques mots, je dirais que c'est du chiffrement avec des maths. Et celui sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est AES. Alors si tu veux comprendre tout ça, installe-toi et écoute. Crois-moi, ce soir tu t'endormiras un peu plus malin. Avant qu'on commence, il faut qu'on fasse quelques rappels sur la cryptographie. D'abord, les chiffrements symétriques et asymétriques. Un chiffrement symétrique consiste à chiffrer et déchiffrer un message avec une même clé. Le plus souvent, il est déjà connu des deux parties. Le seul problème, c'est que si on perd la clé, on perd les données avec. Maintenant, le chiffrement asymétrique. Ici, c'est un peu différent, puisque ce type de chiffrement fonctionne par paire de clés publiques et privées. Une clé publique, c'est une clé accessible à n'importe qui. Ce qui veut dire que même ton petit frère, si t'en as un, est en capacité de chiffrer un message. Sauf que pour le déchiffrer, il peut pas. Pour ça, il lui faudrait la clé privée, qu'une seule personne possède, et dans mon exemple, toi. Donc bon, au final, le petit frère reste le petit frère. L'avantage par rapport au chiffrement symétrique est que même si la clé est perdue, les données, elles, ne le sont pas, étant donné qu'on en a une deuxième dédiée au déchiffrement, ce qui le rend beaucoup plus sécurisé. Pourquoi on ne chiffre pas tout de manière asymétrique alors? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ce choix. Déjà, la vitesse. Chiffre asymétrique, c'est un tas d'opérations complexes qui font chauffer ton processeur et vide ta batterie. Sur des systèmes embarqués où l'optimisation est cruciale, c'est juste pas possible. Je te conseille la vidéo de V2F si la partie mathématique t'intéresse. L'asymétrique, c'est bien, mais pas à grande échelle. Ça signifie qu'il est bien pour envoyer une petite quantité de données. Alors si tu veux envoyer ta photo en 4K laser ultra à Jean-Michel et sans perte, prévois 2 jours d'attente. Bon, en vrai, j'exagère, je sais pas à quel point il est lent. Juste qu'il l'est. À l'inverse, le chiffrement symétrique excelle pour les grandes quantités de données, car il repose sur des opérations rapides et peu coûteuses en ressources. Mais du coup, on doit chiffrer en symétrique avec l'espoir de ne jamais perdre notre clé? Sacrifier la sûreté pour la rapidité? Non, t'en fais pas. Les ingénieurs sont ingénieux. Pour pallier à ce problème, on peut utiliser les deux ensemble. Je m'explique. Steve souhaite envoyer un fichier à Paul. Il hésite entre les deux méthodes de chiffrement. Sauf qu'en y réfléchissant un peu plus, il se rend compte qu'il peut chiffrer la clé en asymétrique et les données en symétrique. De cette manière, on combine vitesse et robustesse. Bon, en fait, on n'utilise pas ça partout, mais l'algorithme E2EE, lui, le fait par exemple. Et si t'as déjà utilisé WhatsApp, t'as sûrement déjà dû voir chiffrer de bout en bout, lorsque tu passais un appel ou quand tu envoyais un message à quelqu'un. En anglais, ça donne end-to-end encrypted. Ça signifie simplement qu'entre toi, le premier bout, et ton destinataire qui est le second, le message est chiffré pendant toute la durée du transfert. J'ai cité WhatsApp, mais Signal ou Wire aussi utilisent cet algorithme. Maintenant que tu as compris les deux types de chiffrement, tu peux être amené à te demander, quand on chiffre en symétrique, comment est-ce qu'on s'échange la clé secrète? Parce que tout à l'heure, j'avais bien dit qu'on se mettait d'accord sur cette dernière. Mais en pratique, comment est-ce qu'on fait? Allez, c'est parti. Lorsque tu envoies un message à quelqu'un, c'est sur un gros réseau public, Internet. Ici, n'importe qui peut scanner le réseau à l'aide de logiciels comme Wireshark ou TCP/Dump. Pour intercepter ta clé, si tu l'envoies en clair. Ce que tu vois, c'est une trame réseau. C'est typiquement ce que tu peux intercepter. Là, c'est des données encodées en hexadécimal. En gros, c'est la même chose que si je disais hola au lieu de bonjour. J'ai dit la même chose, mais dans une langue différente. Lorsque tu encodes, tu traduis ton information dans un autre langage. Tu chiffres rien du tout ici. Alors juste en connaissant le langage dans lequel l'info a été traduite, on peut savoir de quoi il s'agit. Ce qui est pas trop utile étant donné qu'ils sont en général chiffrés avant. Ici, c'est de l'hexadécimal, mais comme tu le sais, les ordi ne comprennent rien d'autre que du binaire. On les représente de cette façon de manière à ce que ce soit plus lisible pour un humain. Pour en revenir à l'échange de clés, tu comprends que l'envoyer directement à ton partenaire, c'est pas du tout sécurisé. Mais heureusement, les maths sont là pour nous aider. Imaginons qu'Alvin et Luciane souhaitent conserver une info top secrète. Pour ça, ils doivent se mettre d'accord sur une clé de chiffrement. Or, on peut pas la transmettre telle quelle. Une idée consiste à se mettre d'accord sur un nombre initial qu'on appellera base. Aussi, chacun des deux parties choisira un nombre secret avec lequel il additionnera la base. Ensuite, Luciane et Alvin s'envoient mutuellement leur somme, et pour finir, ils reprennent leur nombre secret, l'additionnent avec ce qu'ils se sont envoyés,
Et là, ils obtiennent leur secret partagé. On prend simplement une base à laquelle on ajoute les deux nombres secrets. On fait la même opération, mais dans un ordre différent. L'idée est bien, mais toujours pas sécurisée. Étant donné qu'ils se partagent la base et le résultat de leur addition avec leur nombre secret, en faisant quelques soustractions, on retombe sur le calcul qu'on avait au début. Bien que la technique soit facilement craquable, elle est utile pour comprendre ce qu'on va aborder. Pour sécuriser l'échange des clés, il nous faudrait un problème facile à réaliser dans un sens, mais compliqué à inverser dans l'autre. Les amis, laissez-moi vous présenter l'exponentiation modulaire. C'est vraiment stylé ce qui sort de ma bouche. Exponentiation modulaire. C'est simple. Comme tout à l'heure, on prend une base. Sauf qu'ici, à la place de faire une addition, on va l'élever à une puissance, pour ensuite lui appliquer l'opération modulo. T'inquiète pas, tu vas tout comprendre. On va y aller étape par étape. Quand on élève un nombre à une puissance, ça signifie qu'on le multiplie autant de fois que le précise l'exposant. Là, par exemple, on a 5 puissance 3. Si on le décompose, ça donne 5 fois 5 fois 5. 5, c'est ta base et 3, ta puissance, que tu peux aussi appeler exposant. Avec 2 puissance 5, ça aurait fonctionné de la même manière. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Encore une fois, et là je pense que tu comprends ce que je veux dire, on multiplie le nombre autant de fois que l'exposant le précise. Maintenant, le modulo. En fait, c'est simplement le reste d'une division. Comme exemple, on prendra 50 modulo 3. Après décomposition, on a ça. 50 c'est le dividende et 3 le diviseur. L'objectif maintenant c'est de trouver combien de fois on a le chiffre 3 dans le nombre 50. On sait que 3 fois 16 font 48, alors on note le résultat en dessous du 50 et le 16 en dessous du 3. On appelle ça le quotient. Tout ce qui nous reste à faire c'est soustraire 48 à 50 qui nous donne 2, soit le reste de notre division. Voilà, t'as trouvé 50 modulo 3. En combinant les deux ensemble, on obtient l'exponentiation modulaire. Pour reprendre l'exemple d'Alvin et Luciane, comme tout à l'heure, ils vont se mettre d'accord sur une base et cette fois-ci un nombre modulo en plus. Ensuite, ils choisissent leur nombre secret qui sera leur exposant. Donc ils élèvent leur base à leur nombre secret et appliquent l'opération modulo, qui s'écrit de manière générale x puissance y mod z. Toujours comme tout à l'heure, ils s'envoient leur résultat et maintenant tout ce qu'il leur reste à faire est d'appliquer la même opération. Mais cette fois-ci avec une petite subtilité. Le nombre qu'ils se sont envoyés devient maintenant leur base. Et là, Alvin et Luciane ont échangé leurs clés de manière sécurisée grâce aux maths. À savoir qu'ici j'ai choisi des nombres qui peuvent être prononcés. Dans un cas pratique, une puissance ressemble plutôt à ça. Ça, tu vois, c'est le genre de choses que je peux pas prononcer. Le plus souvent, un méga exposant est choisi pour éviter les attaques de type brute force. De cette manière, en partageant la base et le modulo publiquement, il n'y a aucun moyen facile de connaître l'exposant qui donne ce résultat. Aucun moyen facile de résoudre le problème du logarithme discret. Aussi, le choix de la base est important. Il nous en faut une qui donne le plus de restes différents possible. 3 en l'occurrence, c'est un excellent choix. Si tu veux plus de détails là-dessus, je te conseille cette vidéo de Spanning Tree. Et tout ce dont je viens de te parler, c'est l'œuvre du protocole Diffie-Hellman. Maintenant, c'est l'heure de s'attaquer au boss final, AES. Mais avant, faisons un petit cours d'histoire. En 1997, le NIST annonce qu'il recherche un algorithme qui pourrait devenir la norme de chiffrement avancé, ou l'Advanced Encryption Standard. Des cryptographes du monde entier ont été invités à proposer leur algorithme. Sur 15 soumis, 5 furent le sujet de débats et d'années de recherche. Certains jugés pas assez sécurisés, ou d'autres pas assez performants ont été mis de côté. Un algorithme du nom de Rindale remporte la compétition et finit par devenir l'AES. Aujourd'hui, il est utilisé par le gouvernement, l'armée, la banque, le Wi-Fi et même à l'intérieur de ton téléphone, AES sécurise tes données. Rien que ça. 256, c'est la taille de la clé en bits. On a aussi AES 128 et 192. La dernière chose qu'il y a à savoir, et c'est vraiment la dernière cette fois-ci, c'est qu'un octet fait 8 bits. Retiens bien ça, ce sera utile pour la suite. AES 256 est un algorithme de chiffrement par bloc qui prend en entrée un texte en clair de ces octets et on ressort un texte chiffré de ces octets. En gros, il prend 128 bits et les divise en 16 blocs de 8 bits. 16 blocs d'un octet. Une fois que c'est fait, on passe à la première étape, l'extension de clé. L'extension de clé consiste à générer plusieurs clés à partir de l'original, faisant elle aussi 16 octets. On appelle ça des clés de ronde. À chaque tour, on en ajoute une nouvelle à notre groupe de blocs avec la fonction logique XOR. Sinon en français, le ou exclusif. La fonction XOR agit sur un ou plusieurs bits. Un bit, c'est un 0 ou un 1. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, un octet, c'est 8 bits. Prenons alors 2 octets et appliquons-leur une simple fonction OU. Pour t'aider à mieux comprendre, imagine que tu sois invité à une soirée et que le dress code exige comme paire de chaussures des Air Force One ou des Jordan 4. Que tu viennes en Air Force ou en Jordan, c'est bon dans tous les cas. Avec nos octets, c'est la même chose. 1 ou 0 donne 1, 0 ou 0 donne 0, 1 ou 1 donne 1. Ouais, pas ouf l'explication, hein. T'inquiète pas, je vais remédier. Toujours avec le dress code où c'était Air Force ou Jordan, ton pote t'appelle et te signale qu'il y a un changement de dernière minute. Et maintenant, c'est Jordan exclusivement. Si on vient à nos octets, disons que celui du haut représente des paires de Jordan et que celui du bas d'Air Force. On appelle ça des variables d'entrée. Tout en bas, c'est S pour la sortie, ou le résultat après usage de la fonction. On mettrait un 1 pour une paire et 0 s'il n'y en a pas. Donc une paire de Jordan et 0 d'Air Force, c'est ok. Alors on met un 1 en sortie. Après on a 0 paire de Jordan et une d'Air Force. La paire qu'on veut n'est pas là, c'est pas ok, alors on met un 0 en sortie. Cette fois-ci, quelqu'un a ramené les deux paires. Même s'il a ramené celle qu'on voulait, c'est pas exclusivement celle-ci. Il y a aussi l'autre, donc c'est 0. Pour avoir une sortie égale à 1, il faut que la variable AJ4 soit égale à 1 et AF1 0. Ton équation logique s'écrirait AJ4 plus AF1 bar. Le plus c'est pour le OU et la barre l'inverse du 1. Pour en revenir à notre clé de ronde, qui je le rappelle est une clé dérivée de l'original, elle effectuera avec notre texte en clair l'opération XOR qu'on vient d'expliquer.
La deuxième étape est la substitution de bits, ou subbytes. La substitution est une méthode de chiffrement qui consiste à échanger une valeur par une autre. Si on prend l'alphabet et qu'on décale chaque lettre de 1, on crée une table de substitution où la lettre qui remplace A est B, celle qui remplace B, C, et ainsi de suite. Avec, on peut transformer un simple message comme hello en ifmp, un peu comme le chiffre de César finalement. Avec les bits, on fait la même chose. Pour cette étape, on utilise une table de substitution déjà existante, et par la même occasion, on ajoute de la confusion. La confusion consiste à cacher la relation entre le texte en clair et le texte chiffré. Le fait que la table de substitution soit accessible au grand public permet à n'importe qui d'inverser l'étape du subbyte et de retrouver le message en clair. Les étapes qui suivent nous permettront d'ajouter de la diffusion. J'y reviendrai plus tard. Troisième étape, c'est le shift row, ou le décalage des colonnes en français. On va le dire en anglais, c'est plus stylé je trouve. Le shift row consiste à déplacer les lignes de chaque colonne de plus 1 à chaque fois. Je m'explique. On commence à partir de la deuxième, car la première est la seule qui reste telle quelle. Le premier octet de la ligne sera décalé de 1, celle de la suivante de 2, puis 3. Je sais, vu comme ça, c'est pas plus sécurisé, mais t'inquiète. Pour l'instant, écoute-moi. Ensuite, le mixage des colonnes. Ici, on prendra chaque colonne indépendamment des autres pour effectuer des opérations sur chaque octet afin de les faire dépendre de chaque octet de la colonne. J'ai beaucoup dit octets et chaque. On les représentera avec des lettres, ça sera plus facile à comprendre. Par exemple, l'octet A fera maintenant 3 fois B plus 6 fois D plus 2 fois C. J'ai mis des multiplications et des additions pour simplifier, mais en vrai, c'est deux types de calculs beaucoup plus complexes. On fait pareil pour les autres et maintenant, chaque valeur dépend de la précédente. Si on vient à l'étape subbyte, modifier un octet change un octet, mais pas les autres. On crée de la confusion, mais pour rien finalement. En combinant le shift row et le mixage des colonnes, on propage la confusion grâce à la diffusion. Une fois qu'on a fait tout ça, on ajoute notre clé de ronde et on répète le processus. Mais combien de fois? En fait, ça dépend. Ça dépend de la taille de ta clé originale. Pour la version 128 bits, c'est 10, la version 192, 12, et la version 256, 14. Pour éviter toute confusion, je sais que t'as kiffé le petit jeu de mots là, confusion, bref. T'as peut-être remarqué qu'on a ajouté 2 clés de ronde tout à l'heure. Mais le premier tour est spécial, disons. Ce qui fait, c'est qu'il ajoute qu'une clé de ronde sans effectuer les autres étapes. Pourquoi? En vrai, je sais pas. Et c'est pas comme si j'avais vraiment cherché. Si quelqu'un connaît la réponse, qu'il n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Ce sera profitable à tout le monde. Petite info bonus, la raison pour laquelle tes mots de passe sont stockés dans ton PC et pas dans les serveurs de Google, en fait c'est pas si compliqué que ça. C'est simplement pour faciliter le changement d'un navigateur à un autre. C'est pour ça que quand tu installes un nouveau moteur de recherche, on te propose d'importer tes paramètres depuis un autre. En tout cas, si t'es resté jusqu'au bout, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était NoFaceCode.